Dans moins d'un mois, l'humanité s'apprête à retourner sur la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. Dans la matinée du 17 janvier, la NASA a officiellement transféré la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion depuis le bâtiment d'assemblage des véhicules jusqu'à l'aire de lancement 39B, préparant ainsi tout pour Artemis II, une mission qui enverra 4 astronautes dans l'un des voyages lunaires les plus longs et les plus intenses de toute l'histoire. Alors, quelles sont les dernières nouvelles concernant cette mission? La NASA est-elle vraiment prête pour cette fois-ci? Et le plus important, est-ce vraiment sûr? Décortiquons tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui d'AlphaTech. Prêt à rouler. 3 petits mots de la NASA, mais ils ont suffi à plonger la communauté spatiale dans une véritable frénésie. Après des mois passés à l'arrêt à l'intérieur du VAB, la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion ont finalement été libérés de leurs attaches et déployés, entamant ainsi leur lent voyage vers le pas de tir et, finalement, le ciel. Plus drôle encore, la photographie qui accompagnait cette annonce montrait 2 ingénieurs portant des casques de sécurité ronds et blancs, se tenant en contrebas et regardant vers le haut cette fusée de près de 100 mètres de hauteur. L'image a instantanément rappelé à beaucoup de gens quelque chose de très familier. Vous savez parfaitement ce que je veux dire. Mais avant que la NASA ne puisse faire cette annonce officielle, les équipes ont dû résoudre plusieurs problèmes techniques sérieux. Lors des dernières inspections, les ingénieurs ont découvert un câble d'autodestruction de sécurité de vol qui était tordu et non conforme aux spécifications, faisant partie du système conçu pour détruire la fusée si elle dévie de sa trajectoire. Le câble défectueux a été remplacé et les nouveaux tests ont été achevés au cours du week-end du 10 au 12 janvier 2026. Plus tôt, lors d'un test de démonstration de compte à rebours le 20 décembre 2025, les ingénieurs ont identifié un problème avec la valve de pressurisation de l'écoutille d'Orion. Cette valve a été remplacée et, le 5 janvier 2026, elle avait réussi tous les tests de vérification de pression. Les ingénieurs ont également réparé une fuite dans le matériel de soutien au sol, utilisé pour le chargement d'oxygène gazeux, le système qui fournit de l'oxygène respirable au module d'équipage Orion. Bien que cela semble grave, la NASA a classé cela comme un problème mineur et il a été entièrement résolu. Une fois ces problèmes résolus, le véhicule a ensuite effectué son trajet de 4 miles jusqu'à la rampe de lancement, un déplacement qui a pris plus de 8 heures. Transporté par le gigantesque transporteur chenillé de la taille approximative d'un petit terrain de baseball, la fusée a avancé lentement, mais droite et stable. Le déploiement a commencé à 7 heures du matin le 17 janvier, exactement comme la NASA l'avait annoncé sur X. Une fois que le véhicule a atteint le pas de tir, c'est là que les choses sont vraiment devenues intenses pour la NASA. Après tout, il se prépare pour une mission habitée vers la Lune, pas pour un lancement de satellite de routine. Premièrement, une fois que la fusée est solidement fixée en place, les équipes d'ingénieurs entament les phases d'intégration et de vérification des systèmes. Cela inclut la connexion de l'équipement de soutien au sol, des lignes électriques, de la plomberie de propergol cryogénique et surtout la première mise sous tension sur le pas de tir, s'assurant que le matériel de vol et les systèmes au sol communiquent correctement entre eux. Ensuite, l'équipage d'Artemis II, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch de la NASA et l'astronaute de l'ISC Jeremy Hansen participeront à la dernière marche vers le pas de tir pour inspecter le véhicule de près. Cela est suivi par une formation au système d'évacuation d'urgence pour que l'équipage puisse s'entraîner précisément à sortir rapidement si un problème survient au moment du lancement. Car si le lanceur rencontre des difficultés au décollage, oui, c'est une chose que personne ne veut imaginer. Le prochain jalon majeur sera la répétition générale humide, ou WDR, qui est, en substance, un exercice complet de remplissage de carburant, prévu fin janvier ou début février 2026, certaines sources indiquant spécifiquement la date du 2 février. Pendant le WDR, la NASA chargera environ 700 000 à 730 000 gallons de propergol super refroidi, de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide dans la fusée. Ils effectueront ensuite un compte à rebours simulé complet, comme le jour du lancement, y compris les arrêts prévus. Le compte à rebours s'arrêtera à T-29 secondes pour vérifier le transfert aux ordinateurs de vol autonome de la fusée, avant de vider en toute sécurité tout le propergol une fois le test terminé. Ce n'est qu'après un examen de préparation au vol réussi, ou FRR, que la NASA fixera une date de lancement réelle dans une fenêtre s'ouvrant le 6 février 2026. Quand pensez-vous qu'Artemis II décollera? Mais avant, mettez votre pronostic en commentaire. Une mise en garde importante.
Si les ingénieurs venaient à découvrir des problèmes techniques graves lors des essais sur le pas de tir ou de la répétition générale humide, (WBDR), la NASA pourrait décider de ramener l'intégralité de l'ensemble SLS Orion au VAB pour des réparations approfondies avant de tenter un nouvel essai ou le lancement effectif. Nous avons déjà vu cela par le passé. Pendant Artemis 1, la NASA a dû faire rouler le véhicule d'avant en arrière 4 fois en 8 mois, faisant face à d'importantes fuites d'hydrogène au niveau de l'ombilical à des connexions rapides, des problèmes de vannes d'hélium sur l'ICPS, des tentatives de lancement annulées à cause de la température du moteur et des fuites d'hydrogène et même des menaces d'ouragan. Cette fois-ci, Artemis 2 bénéficie de toutes ces leçons durement acquises. Alors, l'espoir est que cela ne prendra pas autant de temps. Et honnêtement, je veux vraiment que cette mission réussisse. Elle est en préparation depuis des années, planifiée et testée avec un soin incroyable et dans les moindres détails. Plus que cela, Artemis 2 est une mission d'une importance capitale à l'échelle mondiale. Elle marquera la première fois au XXIe siècle que des humains voyageront si près de la Lune, passant à seulement environ 7000 km de sa surface. C'est aussi la plus grande distance parcourue par l'humanité depuis la Terre en plus de 50 ans, soit plus d'1 million de kilomètres au total, le tout en seulement 10 jours. Cela inclut environ 4 jours pour atteindre la Lune, 2 jours à voler autour pour accomplir les objectifs de mission et 4 jours pour revenir sur Terre. Durant ces 10 jours, l'équipage rapportera des données et des images qui comptent vraiment. Donc, si vous ne voulez pas manquer ces mises à jour, assurez-vous de vous abonner à AlphaTech et restez à l'écoute pour la suite. Oui, Artemis 2 est vraiment passionnante, mais si on la regarde sous un autre angle, elle attire aussi beaucoup l'attention en raison du niveau de risque qu'elle implique. D'abord, ce sera la toute première fois en plus de 50 ans que des êtres humains voyageront au-delà des ceintures de radiation de Van Allen, pilotant le vaisseau spatial Orion directement dans l'environnement hostile et profond de l'espace. Là-haut dans l'espace, les astronautes sont confrontés à des niveaux élevés de radiation cosmique, à des protons énergétiques, ainsi qu'à des phénomènes météorologiques spatiaux, tels que les tempêtes solaires. Ces expositions peuvent provoquer le syndrome d'irradiation aiguë, accroître considérablement le risque de cancer sur le long terme, entraîner une dégénérescence des tissus, ou même s'avérer mortel si les systèmes de protection venaient à défaillir. Et voici le point crucial à retenir. Le système de survie d'Orion n'a jamais été entièrement testé dans l'espace lointain avec un équipage à son bord. Artemis 1 était un vol sans équipage, c'est pourquoi la NASA n'a pas installé ni activé l'intégralité de l'ECLSS, le système de contrôle environnemental et de survie. Des systèmes comme l'élimination du dioxyde de carbone, la régénération de l'air et le contrôle de l'humidité étaient soit limités, soit pas entièrement opérationnels. Cette décision a raccourci le calendrier d'Artemis 1, mais cela signifie également qu'Artemis 2 sera la toute première mission à faire voler le CLSS complet dans l'espace lointain avec de véritables astronautes à bord, ce qui introduit naturellement un risque additionnel. Deuxièmement, il y a la question du bouclier thermique d'Orion. Quand Artemis 1 est rentré dans l'atmosphère terrestre le 11 décembre 2022, le bouclier thermique a subi des dommages plus importants que prévu. Les ingénieurs ont ensuite découvert de grandes fissures près de la section inférieure du vaisseau spatial, juste là où le bouclier thermique est en contact avec le module de l'équipage. Le bouclier thermique d'Orion est fabriqué à partir d'un matériau composite utilisant une résine appelée Novalac, apparentée à la bakélite, intégrée dans une structure en nid d'abeille en fibre de verre. Pendant la rentrée atmosphérique, la résine fond et se consume progressivement, exposant la fibre de verre en dessous. Cette fibre de verre réagit ensuite avec le flux d'air surchauffé, formant une couche de carbone noircie. Cette couche de carbone sert de deuxième ligne de défense, protégeant la capsule de la chaleur extrême. Cependant, lorsqu'Orion est entré dans l'atmosphère pour la deuxième fois, les gaz piégés à l'intérieur du bouclier thermique se sont dilatés en se réchauffant, à l'image de la glace qui fond de bas en haut. Lorsque ces gaz se sont échappés, ils ont provoqué des fissures dans la couche de carbone. Ces fissures étaient exactement ce que les équipes de récupération ont observé après l'amérissage. Savez-vous comment la NASA compte gérer tout cela? Premièrement, la philosophie de sécurité de la NASA pour Artemis 2 est construite autour d'un principe fondamental, les décisions basées sur les données. La sécurité de l'équipage est primordiale, avant les plannings, les échéances ou toute pression politique. La NASA adhère fermement au principe que la sécurité est la priorité absolue et qu'il faut voler quand on est prêt. Il refuse de précipiter la mission simplement pour respecter le calendrier, bien décidé à ne pas répéter les tragédies passées comme celle de Challenger en 1996. Si les données ne sont pas suffisantes, ils retarderont le lancement. Donc oui, il y a de très fortes chances qu'Artemis 2 soit reporté. Deuxièmement, concernant le bouclier thermique, la NASA a opté pour une solution d'ingénierie astucieuse plutôt qu'une refonte complète. Remplacer entièrement le bouclier thermique avec OAT aurait entraîné des années de retard supplémentaires. Au lieu de cela, ils ont ajusté la trajectoire de rentrée, optant pour un angle d'entrée plus prononcé et une durée de chauffe plus courte. Cela évite le régime de dégazage qui a causé des problèmes lors d'Artemis 1. Au lieu d'un long profil d'entrée par ricochet, Orion utilisera une entrée en loft modifiée ou en forte pente, réduisant l'accumulation de gaz, la fissuration et la perte de matière,
tout en maintenant des marges de sécurité robustes. Troisièmement, concernant l'ECLSS, la NASA ne prend aucun risque. Avant le lancement, le système sera soumis à des essais au sol extrêmement rigoureux qui seront répétés à de multiples reprises et il ne prendra son envol que s'il fonctionne exactement comme prévu. Et une fois qu'Artemis II sera en cours, la supervision de la mission ne s'arrête pas. La NASA a mis en place une équipe de gestion de mission, ou MMT, un groupe central d'environ 15 spécialistes seniors chargés de gérer le risque global de la mission. Ils se réuniront chaque jour pendant toute la durée de la mission, évaluant en permanence les données en temps réel et prenant des décisions à mesure que les conditions évoluent. Quoi qu'il arrive, les problèmes seront gérés depuis le sol avec un seul objectif en tête, assurer la sécurité maximale des 4 astronautes. C'est de cette manière que la NASA prévoit de lancer Artemis II avec prudence, délibérément et seulement quand les données l'indiqueront prête. En bref, Artemis II est maintenant dans sa phase de préparation finale et la plus critique, car tout ce qui sera appris de cette mission façonnera directement Artemis III, oui, la mission qui ramènera réellement des humains sur la surface lunaire. Un élément clé d'Artemis II est un test appelé la démonstration d'opération de proximité. Il dure environ 70 à 90 minutes et commence à peu près 3 heures après le lancement. Voici comment ça marche. Une fois qu'Orion se sera séparé de l'étage supérieur de l'ICPS, qui, à ce moment-là, n'aura plus de carburant, l'équipage prendra le contrôle manuel du vaisseau spatial et ramènera Orion vers l'ICPS. Ils s'approcheront à environ 30 pieds, soit approximativement 9 mètres, en utilisant des caméras embarquées et une observation visuelle directe. L'ICPS est équipé de cibles visuelles spécifiques pour faciliter son repérage. L'équipage étudiera le comportement d'Orion à proximité d'un autre objet, testera son positionnement et son contrôle, puis s'éloignera. Considérez-le comme un véritable essai routier dans l'espace, quelque chose que l'on ne peut tout simplement pas simuler parfaitement sur Terre. Les données recueillies, allant de la maniabilité du véhicule aux performances logicielles et des caméras, aideront la NASA et SpaceX à affiner les procédures de rendez-vous et d'amarrage nécessaires pour la mission Artemis IIA. Lors de cette mission, 2 astronautes devront amarrer Orion au Starship HLS, y transférer, atterrir près du pôle sud de la Lune pendant environ 6 jours et demi, mener des recherches scientifiques et collecter des échantillons de régolithes, puis retrouver et s'amarrer à nouveau à Orion pour le voyage de retour. Si Artemis II se déroule sans accroc, cela ouvre la voie à la partie Orion de la NASA pour Artemis. Mais, dans le même temps, cela ferait de Starship HLS le plus grand goulot d'étranglement de l'ensemble du programme. Céleste et Orion seraient prouvés opérationnels, tandis que le Starship HLS n'en serait pas encore là. D'un autre côté, si la mission Artemis II rencontrait des problèmes, SpaceX gagnerait un temps précieux pour finaliser ses systèmes de ravitaillement et de dépôt de carburant. Quoi qu'il en soit, la réalité est limpide. La NASA et SpaceX sont profondément interdépendants. Les avancées ou les retards d'un côté affectent directement l'autre.